Bien, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer la conférence. Donc, nous allons parler ce soir du sujet du magnétisme, qui est un sujet qui soulève beaucoup de choses, beaucoup plus générales que ce terme. C'est pour ça que j'ai choisi d'intituler cette conférence du magnétisme animal à l'énergie universelle, un voyage au corps du vivant. Voilà, ça raconte déjà un peu d'histoire, parce que je voulais un petit peu englober les notions dont on va parler, à savoir le fait que le magnétisme concerne aussi bien l'homme, l'organisme humain, que tout ce qui est vivant, et tout ce qui est vivant non seulement sur Terre, mais comme la science et l'astronomie l'explorent, les astrophysiciens, tout ce qui concerne ce qui se passe dans l'univers tout entier. Voilà, ce qui est un terrain d'exploration beaucoup plus vaste. Et donc, on va ce soir un petit peu juste faire un tour d'horizon. On va rater la surface tellement le sujet est vaste. Mais j'espère pouvoir vous donner une idée un petit peu de tout ça. Donc, on va parler de la pratique des magnétiseurs, bien entendu. Voir aussi comment les choses se passent du côté de la science, parce qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui ne sont pas forcément très connues, surtout en France, mais qui tendent à donner les preuves que beaucoup de personnes attendent sur ce plan. Et puis, on va parler aussi de ce qui se passe au niveau légal et international sur ce plan-là. Voilà. Et puis aussi des choses un peu plus spirituelles en ce qui concerne des notions peut-être que des gens ont un petit peu entendues, comme la loi de résonance, d'attraction, ces choses-là, la prière. Vous allez voir que tout forme un grand puzzle et tout se rejoint. Voilà. Donc le but un peu de cette conférence, c'est de vous montrer un petit peu des pistes, comme quoi tout est interconnecté pour que vous puissiez avoir des clés pour comprendre les choses différemment. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Pierre-Yves Bessuan, je suis magnétiseur sur Provins, j'ai un cabinet sur Provins. J'exerce aussi sur Paris, en région parisienne, autant pour des consultations à domicile qu'en tant que formateur dans un centre de formation continue à l'Institut français des thérapies alternatives, qui regroupe une équipe de formateurs dans justement toutes ces disciplines un peu, non pas nouvelles, mais parfois plutôt nouvellement connues. Donc on a l'hypnose, on a la sophrologie, on a donc le magnétisme, on a le Reiki. Tout à l'heure j'ai une question par rapport au Reiki, la différence entre le Reiki et le magnétisme. La lithothérapie pour les pierres, l'aromathérapie, la naturopathie aussi, qui parle de ce qui concerne plutôt le côté de l'alimentation, dont on va parler aussi tout à l'heure. Et vous avez dû voir quand vous avez fait le tour du salon qu'il y a des gens qui représentent toutes ces disciplines. Voilà. Alors, déjà, première chose, qu'est-ce que le magnétisme? C'est la première question évidemment qui vient dans tous les esprits, parce que c'est un terme qui nous rappelle évidemment les aimants en premier lieu. Ici, c'est pas tellement de ça dont on va parler. Si on parle de magnétisme pour les aimants, dans ce cas, on va plutôt parler de magnétothérapie, qui est une discipline qui utilise effectivement les aimants pour soulager les maux. Vous avez aussi en pharmacie, par exemple, des aimants, hein, des patchs avec des aimants pour soulager les douleurs de dos ou autres qu'on peut vous vendre. Donc là, c'est pas du tout ça. Le magnétiseur n'a pas besoin de matériel, d'intermédiaire pour pratiquer, tout simplement parce que on travaille avec l'énergie. Et le magnétisme, en fait, désigne à la fois donc, la discipline du magnétisme exercée par un magnétiseur que le phénomène en lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que donc, ce magnétisme? Eh bien, c'est l'énergie dans laquelle tout dans l'univers baigne et dont nous-mêmes aussi, comme toute chose vivante, sommes constitués. Voilà. Et vous allez voir dans cette heure que ça n'a rien d'ésotérique, ça
ça n'a rien de spirituel. Après, c'est une façon de voir les choses. C'est un phénomène de plus en plus observable, mesurable et quantifiable, notamment par la physique quantique. Voilà. Et donc cette énergie, eh bien, dans la limite où elle est partout, évidemment, elle a un impact considérable sur le corps. Et quand il y a des déséquilibres, eh bien, ça va déséquilibrer toute la machine vivante du corps, pour parler du corps humain, mais le principe s'applique à tout ce qui est vivant, c'est-à-dire que ça va être valable évidemment pour les animaux, ça va être valable aussi pour les plantes, et tout le reste. Pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie se situe en dessous du niveau particulaire, qui lui se situe en dessous du niveau atomique. Les cellules du corps humain sont constituées d'atomes. Pendant longtemps, on dit voilà, l'atome, c'est la matière première de l'univers. On est allé sur la Lune, on a vu, tiens, il y a des atomes, c'est la même chose. Oh, grande découverte. Et maintenant, on voit que, voilà, partout, finalement, on a cette matière première qui nous constitue, puis après, suivant la manière dont les atomes sont assemblés, eh bien, ça va donner un être humain, ça va donner un carré de chocolat, ça va donner un bout de métal, ça va donner une pierre, ça va donner une plante. D'accord? Il faut bien garder à l'esprit que, à la base, ce sont des atomes. Et les atomes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vibrent. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a un noyau, des électrons qui tournent autour. Ils tournent, ils sont en mouvement. Ils ne sont pas immobiles. Moi, je suis assis. Si je reste assis, je suis pourtant en mouvement. L'ordinateur est en mouvement. Tout est en mouvement. Parce que dans la limite où tout est fait de ces atomes, noyaux, électrons, qui tournent, qui vibrent, eh bien, ça bouge. Donc, ça interroge aussi sur qu'est-ce que c'est que la vie. Est-ce que c'est le fait d'être en mouvement? On dit le mouvement c'est la vie. Est-ce que être mort c'est être inerte? Mais qu'est-ce qui est inerte? L'apparence extérieure globale? Ou, vous voyez, ça nous interroge sur beaucoup de choses. On se dit, bah oui, dans ce cas c'est une table, est-ce qu'elle est vivante? Bah oui, alors elle est faite d'atomes, d'accord, d'électrons, ça bouge, ça vibre à une certaine fréquence. Ah, voilà. Et donc, à partir du moment où ça vibre à une certaine fréquence, on parle de vibration, on parle d'onde, et on parle d'énergie. Parce que ces électrons, ces noyaux, qui sont constitués de particules, tout ça, ça ne tient pas en l'air comme ça, par la magie. Il faut bien à un moment donné aller à un niveau en dessous pour se dire, bah oui, d'accord, mais on a vu qu'est-ce qui tient les planètes en l'air. On a vu les phénomènes gravitationnels, on a vu, voilà, toutes ces choses-là, mais il y a toujours quelque chose dessous, hein. C'est un peu comme la poule et l'œuf, à un moment donné, on ouvre une porte, ça arrive sur quelque chose avant. Voilà. Et bien donc, cette énergie, c'est la matière première, pour l'instant, la plus loin qu'on a pu trouver. Voilà. Pour l'instant. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on sait que c'est ça. Et donc, le magnétiseur, qu'on appelle aussi énergéticien, notamment aux États-Unis, c'est plutôt le terme énergéticien qui est utilisé. Moi, de coup, sur mes cartes, j'ai mis thérapeute énergéticien parce que je travaille aussi dans le domaine thérapeutique, mais énergéticien parce que c'est un peu plus global. Eh bien, on va donc travailler à rééquilibrer ces énergies, à redonner de l'énergie, et à rééquilibrer les énergies, à retirer des énergies qui sont usées dans le corps et qui du coup vont stagner là et créer des déséquilibres. Il peut y avoir aussi un trop-plein d'énergie à un certain endroit dans le corps. Il peut y avoir des endroits où il y a des bouchons, par exemple, c'est-à-dire que ça coince et du coup bah, ça fait un embouteillage et après bah, on a des problèmes du coup au niveau organique, on peut avoir des inflammations, on peut avoir différents phénomènes qui vont se manifester et une fois qu'on a un déséquilibre qui arrive sur le plan énergétique, eh bien, il se manifeste sur le plan organique. C'est l'étape suivante. Et c'est là que la médecine
conventionnelle, allopathique, intervient, notamment avec les molécules chimiques qui vont agir sur les molécules organiques du corps. Et là, on comprend aisément que le corps, il n'aime pas toujours ça. Qu'on lui mette des espèces de choses artificielles qu'il n'a jamais vues, avec lesquelles il ne peut pas discuter. Voilà. Néanmoins, je ne veux surtout pas être extrême dans ce propos. On a besoin, la médecine a sa place, a tout à fait sa place. Elle a sa place, mais elle n'a pas toute la place. À même titre que, pour parler pour ma discipline, en tant que magnétiseur, voilà, j'estime qu'on a une certaine place, qu'on n'a pas non plus occupé toute la place, et que tout le monde peut travailler ensemble. Mais que quand justement des choses se sont trop engrammées dans la matière, eh bien, il peut être nécessaire d'intervenir sur ce plan-là directement. Et on peut intervenir en même temps sur le plan énergétique. Parce que l'avantage du magnétisme, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'accoutumance, sauf si le magnétiseur est très sympa. Il n'y a pas de risque de se dire « Ah oui, mais je suis enceinte, est-ce que ça pose un problème ?» ou « Je suis tel traitement médical, est-ce que ça pose un problème ?» « Je suis cardiaque, est-ce que ça pose un problème ?» À partir du moment où on est là pour justement remettre l'équilibre auquel naturellement le corps humain aspire, et naturellement à ce que toute chose dans l'univers connu aspire, quel danger y a-t-il à équilibrer quelque chose? À partir du moment où, bien entendu, on est compétent pour le faire. Hein, et on ne joue pas les apprentis sorciers. Voilà. Alors, on peut considérer que le magnétiseur va faire, en gros, retrouver au corps son équilibre et aussi lui faire retrouver ses facultés par là d'auto-guérison. Parce que le corps, c'est une machine, un organisme, j'aime pas trop le machine parce que ça fait un peu robotique, mais formidable, hein. On est quand même plutôt pas mal foutu à la base. Voilà. Mais entre-temps, on a un petit peu fait des choses plus ou moins bonnes pour nous dans nos conditions de vie, avec l'industrialisation, l'environnement, la pollution, etc. Ce qui fait qu'on a un peu cassé, affaibli les possibilités de base du corps humain. Mais la machine humaine est construite de sorte à pouvoir se débrouiller toute seule dans un environnement naturel. Et c'est logique. Quand on y réfléchit avec un peu de bon sens, si on prend un peu de recul, on fait un zoom arrière, on regarde sur le plan de l'univers, et voilà, tout est bien construit. Puis là, il y a un petit point, c'est la planète Terre, il y a des humains dessus, jusque-là tout se passe bien, des plantes, des animaux, tout ça c'est organique. Mais l'humain va pouvoir s'en sortir qu'à partir du moment où il aura construit des machines, des molécules chimiques, parce que sinon ça ne tient pas la route. Ce serait quand même bizarre. Vous voyez, de devoir créer quelque chose d'extérieur, d'artificiel, pour pouvoir survivre. Eh bien en fait, je pense que ce qui se passe à cette échelle-là, on pourrait dire un peu macroscopique, c'est-à-dire un déséquilibre, on a créé un déséquilibre, un équilibre autour d'un déséquilibre. Voilà, pour compenser un déséquilibre, eh bien, on a trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Donc c'est là qu'interviennent les machines, la chimie, toutes ces choses-là, pour arriver à compenser quelque chose, compenser un appauvrissement, compenser un manque, compenser un déséquilibre. D'accord? Eh bien, ce qui se passe dans votre corps, c'est la même chose. Quand votre corps a un déséquilibre quelque part, vous ne le ressentez pas forcément tout de suite. Au début, ça peut être un choc émotionnel. Après, ça va être un déséquilibre au niveau justement de cette énergie dont on va parler tout à l'heure, on va explorer. Et puis après, la dernière étape, c'est le corps. Voilà, ça s'engramme dans la matière. Et là, c'est en général là qu'on se réveille, avec une douleur. En général, il faut attendre le moment où on a mal pour se dire « Ah, inconfort », il y a l'alarme qui sonne, quelque chose ne va pas. Et on va aller voir un praticien et on va lui dire « Éteignez-moi cette alarme ». En gros, c'est ça. Le médicament pour arrêter d'avoir mal. Donc, vite,
une aspirine, un Doliprane, un machin, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir être performant, et donc je vais plus en entendre parler. Sauf qu'on coupe l'alarme, d'accord, mais imaginez, vous avez le feu chez vous, vous avez une alarme stridente, c'est casse-pied, vous coupez l'alarme, vous allez vous recoucher, qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'accord? Donc imaginez que votre corps c'est la même chose, hein, et quand on a une douleur, eh bien c'est un signal d'alarme, c'est pas ça le problème. Au contraire, on pourrait la remercier à la limite la douleur, de vous avoir informé que quelque chose ne va pas. Parfois on parle de douleur sourde, parfois c'est voilà, très très sourd, parfois c'est en fait nous qui sommes sourds en fait, par rapport à la douleur, d'accord? Donc il ne faut pas s'affoler. Douleur ne veut pas dire grave d'ailleurs, parfois il y a des choses qui font très mal, hein, on s'enfonce une aiguille dans la main, une écharpe, parfois on est là, et puis en fin de compte il y a quelque chose de grave qui arrive de manière beaucoup plus discrète et ça fait pas mal tout de suite, hein, vous voyez, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense aussi, d'appréhender les choses de manière à écouter votre corps d'une autre manière. Et le magnétiseur vous aide à ça aussi. À écouter votre corps et vous dire voilà, ok, vous venez me voir parce que vous avez une lombalgie, parce que vous avez une sciatique, parce que vous avez une luxation, vous avez des migraines, vous ne pouvez pas dormir, vous êtes déprimé, d'accord, mais ça veut dire quelque chose. Donc, on creuse un petit peu, et en même temps, on rééquilibre. On creuse pour aller chercher les causes, pour pas juste travailler sur les symptômes. Pour ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on ne va pas partir sur une psychothérapie. Ça, c'est pas mon travail. Éventuellement, ça m'arrive d'adresser des gens, de dire voilà, ce serait peut-être pertinent de faire un travail à ce niveau-là, avec un professionnel. Et puis, de l'autre côté, on va travailler ensemble à remettre tout ça un petit peu en ordre. Voilà. Et tant qu'on parle du magnétiseur, une chose importante, vraiment très importante, quelle que soit la personne que vous allez voir, surtout, il est très important de ne jamais arrêter un traitement médical. Un magnétiseur n'est pas compétent pour stopper, modifier ou démarrer un traitement médical, quel qu'il soit, d'accord? Sinon, quand vous avez besoin d'un crédit, vous n'allez pas avoir votre plombier. Quand vous avez besoin d'assurer votre maison, vous n'allez pas avoir le garagiste. D'accord? Chacun son domaine. Donc ça, c'est très important de vous méfier de ça. Et malheureusement, pour faire un peu polémique et repousser ces disciplines dont parfois la médecine a malheureusement, à juste titre et injuste titre, peur, la médecine en général pointe du doigt les charlatans. Il y en a, mais après tout, il y a des charlatans partout. Je pense que les charlatans, c'est pas lié à une discipline, hein, c'est un état d'être. Donc il y a des banquiers qui sont des charlatans, il y a des médecins qui sont des charlatans, il y a des charlatans desservent les professions dans lesquelles ils exercent, notamment le magnétisme. Évidemment, c'est facile parce que l'énergie, à l'œil nu, ça se voit pas. Enfin, très rarement. Donc on peut vous raconter pas mal de choses à partir du moment où on ne voit pas. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça attire pas mal de gens qui vont essayer de vous arnaquer. Voilà. Donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu sur un plan historique, assez rapidement, qu'est-ce que le magnétisme, quand le magnétisme est arrivé, et qu'est-ce que l'histoire un peu nous raconte par rapport à ça. Vous voyez, vous avez en illustration depuis tout à l'heure, je ne sais pas si certains ont essayé de lire, de déchiffrer, on n'a pas le codex là, mais c'est un papyrus hein, qui date de l'Égypte ancienne. C'est le papyrus Ebers. Il porte ce nom parce que c'est celui qui l'a, pas celui qui l'a découvert, mais celui qui l'a fait connaître. Et dans ce papyrus, eh bien, il y a des allusions aux premières traces de la médecine et notamment du magnétisme. Donc, ça veut dire que le magnétisme existe depuis des millénaires. Voilà, l'Égypte ancienne, avant Jésus-Christ, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'une des phrases qu'on trouve sur ce papyrus est la suivante, une fois traduite.
pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille. Voilà, c'est assez clair. Hein, il est question de douleur, de main, et la main soulage la douleur. Et après, on a vu que, effectivement, la main est un canal de sortie énergétique qui permet effectivement de soulager. Donc on a vu le pourquoi du comment. Voilà, c'est le point, on appelle ça le point Lao Gong. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'approche asiatique. Et qui est un point d'ailleurs qui peut même être douloureux quand l'énergie sort avec force. Moi, pour ma part, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des capacités en magnétisme. C'est en ayant des douleurs à la main qui ressemblaient aucunement à des douleurs musculaires ou articulaires ou quoi que ce soit. C'était comme un... Alors évidemment, c'était pas évident à décrire parce que quand ça arrive pour la première fois, on n'a pas de mots pour quelque chose qu'on ne connaît pas, mais une espèce de champ de force qui demandait à sortir. Et effectivement, il s'agissait bien de ça. Et ce champ de force, c'est l'énergie qui, après, est retransmise donc, à la personne. Donc, pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille. Voilà. Dessin à l'appui. Donc pour ceux qui ne lisent pas l'égyptien, vous voyez qu'un dessin vaut tous les textes. C'est assez clair. J'ai pas trouvé de photo plus récente, mais je pense que vous le reconnaissez. Jésus-Christ, en se référant à la Bible, donc là je ne rentre pas dans la polémique des croyances, ni a-t-il existé ou pas, mais simplement en se référant à ce qu'on en a dit, eh bien, à mon avis, c'était un grand magnétiseur. Mais pas que, mais notamment, parce que comment est-ce qu'il guérissait, si on regarde bien, par imposition des mains. Ah oui, par imposition des mains. Et par la prière. On va en parler tout à l'heure. La prière, qu'est-ce que c'est? C'est une parole. Voilà, retenez bien ça, parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Donc il guérissait, donc principalement, par l'imposition des mains. Et j'ai fait des recherches dans la Bible pour retrouver les passages qui parlent justement, qui évoquent certaines choses, certaines actions de sa part, certaines pages de son histoire. Et il y a notamment un passage où il est dit, et je vais essayer de le retrouver pour pouvoir citer. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament, donc les évangiles, Saint Marc, voilà, à chapitre 5, versets 25 à 34, ou Luc, ou Matthieu. Ça nous dit qu'une femme avait des pertes de sang depuis 12 ans, et elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Oui, c'est peut-être pas contemporain en fait. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Et ce qui est intéressant, c'est que elle dit, à l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Écoutez bien, aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Qu'est-ce que c'est qu'une force? Si ce n'est l'énergie. Il se retourna donc dans la foule et a demandé qui a touché ses vêtements. Donc il s'est rendu compte qu'on l'a touché parce que une force est sortie de lui, pas un esprit, pas je ne sais pas quoi. Une force, c'est un phénomène physique. Et là, ses disciples répondent, mais tu vois bien, la foule t'écrase, et tu demandes encore qui t'a touché. Mais lui, il regardait tout autour pour voir qui avait fait ça, et alors donc la femme s'est approchée, lui a avoué donc, ce qu'elle avait fait, elle se sentait un petit peu coupable. Et alors, une autre phrase intéressante,
dont on parlera tout à l'heure, Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et vous allez voir que c'est très intéressant si on regarde justement d'un point de vue pas uniquement de croyance spirituelle. Voilà, et va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà, et cette histoire est terminée. Et des exemples, il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais celui-là m'intéressait parce qu'il est question il parle de la médecine aussi, mais il parle donc de cette force, de la notion de contact, hein, et puis de la notion de foi, donc de croyance en fait. Hein, voilà. Et vous allez voir à quel point c'est très très intéressant. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite parce que on va se raccrocher là-dessus tout à l'heure. Alors, on va faire un bond en avant dans l'histoire. Du reste, pas tout à fait comparable à celui qu'on a fait avec l'Égypte ancienne, parce que maintenant on va au XVIIIe siècle avec Franz Anton Mesmer. Alors je ne parle pas du Mesmer du spectacle, hein, attention, on ne parle pas d'hypnose de spectacle, les gars, de toute façon, vous voyez que la photo, c'est pas tout à fait raccord. Donc lui, il a, on va dire, popularisé le magnétisme. Voilà, il a fait des recherches, il a fait des travaux, il a cherché à collaborer avec les médecins à l'époque. Vous voyez déjà, c'est pas quelqu'un qui était dans son coin et qui mettait à part l'ordre des médecins. Je vous en parle parce que voilà, déjà Mesmer, souvent voilà, on parle de ce nom-là et parfois on confond un petit peu, et que lui donc a fait pas mal avancer les choses, et donc vous voyez que les choses restaient, et je ne parle que de lui parce que c'est une figure assez importante, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des émules, il y a le baron du Potet, il y a eu beaucoup de gens, l'abbé Faria, et puis tous ceux dont on ne parle pas, voilà. Mais lui a été très connu, et donc a fait des expériences avec un baquet qui remplissait d'eau, voilà, et les gens étaient entre l'hypnose et le magnétisme. Voilà, donc il a amené aussi la proximité entre les deux, et on a cette discipline d'hypnose magnétique aussi. Voilà, c'est-à-dire que la personne va rentrer dans une espèce d'état de conscience modifié, et du coup, son corps va être beaucoup plus réceptif à tous ces échanges énergétiques, parce qu'il ne sera plus éventuellement en état de résistance. Voilà, parce qu'un problème qu'un magnétiseur peut rencontrer, c'est quand il y a un patient qui arrive et qui résiste, même inconsciemment. Voilà. Parce qu'on peut être amené à avoir beaucoup de cuirasse dans la vie, au travail, pour tenir. Voilà. Et d'ailleurs, parfois c'est absolument salvateur. Mais à partir du moment où on arrive devant un thérapeute, on dit voilà, maintenant, guérissez-moi. Ah oui, mais nous, on a une oreille de Chine devant. Et on se dit voilà, c'est toc toc, c'est très très opaque. Donc, du coup, ces résistances peuvent être organiques, mais psychiques. Voilà, le psychisme est très très important. Voilà, le psychisme, c'est pas quelque chose de vague, d'absolument inconséquent, c'est quelque chose aussi qui a un lien avec l'énergie. Voilà. Donc, Mesmer, magnétisme et hypnose magnétique. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, on arrive à donc l'état que l'on connaît par rapport à la pratique du magnétisme, qui est très en retard en France par rapport aux autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ou en Russie, les magnétiseurs sont couramment admis. On a recours aux magnétiseurs. Il y a même des appareils dont on va parler tout à l'heure qui permettent d'obtenir des résultats similaires. Donc ça prouve la reproductibilité du phénomène. Et tenez-vous bien, les magnétiseurs rentrent dans les salles d'opération. Ils travaillent avec les chirurgiens. Des chirurgiens refusent d'opérer s'ils n'ont pas leur énergéticien à côté d'eux, qui travaillent pré-, per- et post-opératoire avec l'équipe médicale, conjointement, pas à la place, conjointement avec l'équipe médicale. D'accord? Vous voyez le chemin qu'on a à faire, aux bons entendeurs, salut.
Et ça se passe très bien. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? L'intérêt notamment de ça, c'est que quand on fait une incision dans les tissus, on crée une ouverture. Jusque-là, ça va. Après, on fait ce qu'on a à faire à l'intérieur, on referme. Voilà, cicatrice, cicatrisation. Mais sur un autre plan, sur un plan donc que en général on ne voit pas, sur le plan énergétique, il se passe la même chose. Vous avez aussi été ouvert. Et on a une faille qui reste ouverte. Et du coup, si elle n'est pas refermée, ça va ralentir le processus et ça va créer certains soucis, certains déséquilibres éventuellement par la suite. Le travail de l'énergéticien, dans ce cas-là, c'est de travailler à optimiser le niveau énergétique de la personne avant l'intervention chirurgicale, d'assister l'équipe pendant, parce que la présence du magnétiseur aussi harmonise un petit peu aussi toutes les énergies de l'équipe médicale, et puis assistance aussi aux patients, et puis après l'opération, le chirurgien referme et l'énergéticien aussi. Et après, il assiste en post-op, en récupération, il assiste aussi, il accompagne le patient pour accélérer la cicatrisation. Voilà. J'ai eu l'occasion de travailler sur des patients après seulement l'opération. Dans les meilleurs des cas, la cicatrice disparaissait quasiment complètement. En tout cas, la période de cicatrisation était drastiquement réduite et la cicatrisation était vraiment optimale. Voilà, c'est très intéressant. Ça montre vraiment la communication. Tout est lié. Voilà, il n'y a pas d'un côté l'énergie, de l'autre côté l'organique, etc. Tout ça, il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours qui se passent de l'un à l'autre. Voilà. Alors, on va explorer donc la suite sur deux axes. D'abord, regarder l'énergie et essayer de la voir, de voir dans le corps comment l'énergie se manifeste, et puis après regarder d'un point de vue des technologies, comme je vous disais tout à l'heure, les appareils qui ont été conçus grâce justement à ces découvertes pour pouvoir assurer la reproductibilité donc, du phénomène. Ce que je vous montre ici, ça s'appelle une plaque de Chladni qui fait ce qu'on appelle des figures de Chladni. C'est quelque chose qui date de l'époque de Napoléon. En 1787, Ernest Chladni, un physicien allemand, a découvert que si on faisait vibrer une plaque en cuivre sur laquelle on avait disposé du sable, si on la faisait vibrer à une certaine fréquence, eh bien les grains de sable s'agglutinaient entre eux et formaient des figures. Donc il faisait vibrer la plaque avec un archet de violon sur le côté, perpendiculairement, et le sable vibrait et s'assemblait et faisait des figures. Aujourd'hui, on remplace l'archet par un oscillateur et un haut-parleur. Mais au final, on obtient la même chose, si ce n'est que l'avantage est qu'on peut maîtriser parfaitement la fréquence très précisément au hertz près. Donc là, vous voyez, il est dans une chambre anéchoïque pour qu'il n'y ait pas d'interférence acoustique. Mais là, vous voyez, les motifs qui sont donc sur la plaque ont été provoqués par ces vibrations, spontanément. Et ça se fait en quelques secondes. Là, ce que je vous montre là, voilà, c'est la même chose, mais à différentes fréquences. Tous les dessins qu'on obtient avec différentes fréquences. Et ce qui est intéressant de voir, c'est d'une part le fait que plus la fréquence augmente, plus les dessins sont nombreux et petits. Donc sur des basses fréquences, c'est-à-dire des sons plus graves, eh bien on va avoir les premières figures que vous avez en haut à gauche, et puis après de ligne en ligne, vous voyez, ça se rapetisse petit à petit, et les stries se multiplient. Voilà, moi je trouve ces dessins vraiment très jolis. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est de voir à quel point les dessins sont nets. Voilà, ils sont nets, c'est pas on voit vaguement quelque chose dans le marc de café. Là, c'est vraiment précis, c'est indiscutable. Et là, pour le coup,
l'aspect scientifique est satisfait parce qu'évidemment c'est absolument reproductible. Une plaque de cadmie, on en trouve dans le commerce à entre 150 et 200 euros. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ce que je veux vous montrer par là, et là c'est le début de la suite du changement des idées peut-être dans certaines têtes, ça montre quoi ça? Que la vibration organise la matière. Ça montre que la vibration organise la matière. Vous reconnaissez certains motifs, notamment les motifs qu'on trouve sur le dos des tortues. À d'autres fréquences, on a d'autres motifs. Là, ils sont focalisés sur certaines fréquences. On multiplie l'octave à chaque fois, c'est-à-dire c'est la même fréquence mais doublée, donc c'est pour ça que les motifs sont les mêmes, mais à chaque fois plus petits, plus petits. Donc on retrouve comme ça beaucoup de motifs qu'on trouve dans la nature, de cette manière-là. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez la relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que tout est vibration, hein, en dessous du niveau des atomes, des particules, l'énergie, tout vibre à une certaine fréquence. Donc là, vous voyez, vous avez la démonstration, voilà ce que ça donne avec de simples grains de sable. En changeant la fréquence, on fait vibrer la matière à une certaine fréquence, sauf que là, c'est pas à l'intérieur, c'est pas les atomes à l'intérieur des grains de sable, c'est une échelle au-dessus, c'est les grains de sable avec une fréquence qui va les faire vibrer, eh bien, ça les organise. Donc imaginez, vous, votre corps, que l'on ferait vibrer à une certaine fréquence, ce que ça donnerait. Comment ça organiserait vos molécules. Et si on regarde la figure suivante, qui est encore plus magnifique, c'est la même chose, avec de l'eau. De l'eau, H2O. Voilà. En faisant vibrer l'eau à une certaine fréquence, voilà, il y a des effets de couleur derrière pour que ce soit encore plus joli, voilà ce qu'on obtient. D'accord? C'est pas retouché sous Photoshop, ça, hein. C'est en direct. Voilà, donc vous voyez la nature, il suffit de regarder autour de nous pour voir des choses magnifiques. Et pourquoi est-ce que je vous parle de l'eau maintenant? Eh bien parce que le corps humain, il est constitué à peu près à 70% d'eau. C'est intéressant ça. Parce que vous voyez ce qui se passe quand on vibre à une certaine fréquence. On peut se dire des grains de sable, bon, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas des masses dans le corps, si tout va bien. L'eau, par contre, c'est très clair. On fait vibrer les particules d'eau à une certaine fréquence, on obtient ça. On peut faire vibrer donc les molécules d'eau qu'il y a dans le corps et on obtient ça. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur tout le reste, sur tout le corps? Et ça, on est en train d'explorer. Et ça, il faut continuer de l'explorer, justement. Parce que c'est quand même assez conséquent de se dire que si toutes les molécules d'eau s'organisent, se structurent d'une certaine manière, ce qu'on appelle des clusters, eh bien, ça va donner des choses tout à fait différentes. Il y a un chercheur japonais du nom de Masaru Emoto qui a fait des expériences avec de la cristallisation d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à photographier de l'eau en cristallisation en baissant la température. Alors évidemment, je vous passe ces détails pour obtenir ces clichés. Ils n'ont pas réussi à obtenir ça au premier essai. Et ils ont mis de la musique en route devant cette eau, aussi facilement que nous, on pourrait écouter de la musique là, ou que vous m'écoutez parler. Différentes musiques, vous voyez, il y a Symphonie de Mozart, Imagine de John Lennon, et puis aussi des intentions. C'est là que, vous voyez, je vous parlais de la prière tout à l'heure, avec
des intentions d'amour, love, et différentes intentions. Vous voyez que vous avez I will kill you. Ça ressemble plus à grand chose. C'est un peu le chaos. Merci, la paix, tout ça, ce sont des choses qui sont très harmonieuses. Vous voyez, la cristallisation, ça permet de voir plus facilement d'autres choses par l'organisation des cristaux, des formes plus précises. Vous voyez, donc là, ça montre à quel point une simple pensée, et là on est à un stade encore plus avancé, peut avoir comme intention. Il y a une expérience qu'on peut faire aussi, c'est avec des grains de riz. Vous faites cuire du riz, vous mettez de l'eau, un bout de votre popote dans un bocal en verre, vous le laissez, un autre bocal en verre sur lequel vous allez quotidiennement mettre des pensées d'amour, et puis un autre bocal en verre sur lequel vous allez projeter des pensées plus de haine, et vous pouvez aider, parce que bon, sur commande, se dire, voilà, ça marche aussi avec simplement des mots écrits sur un bout de papier. Voilà, si vous écrivez amour, en plus vous l'aurez fait avec l'intention correspondante, vous tournez le papier de sorte à ce que le mot soit écrit côté intérieur, on regarde l'intérieur du bocal, et par exemple, je te déteste, voilà, ça peut être, voilà, vous mettez ça, c'est suffisant, vous mettez donc ces étiquettes dessus, et vous laissez reposer le temps qu'il faut, et regarder l'évolution. Voilà, sans avoir les techniques de congélation des motos, tout simplement, il suffit d'avoir du riz sur soi, bout de papier, stylo, du scotch. Expérimentez ça et vous allez voir l'évolution du riz à l'intérieur des bocaux. Eh bien, c'est spectaculaire. Voilà. Alors, si on regarde sur un plan encore plus petit, on va aller même au-delà du plan microscopique, eh bien, voilà ce qu'on voit de la lumière. Ça, je pense que c'est la première fois que vous voyez ça, ce sont des biophotons. Et qu'est-ce que c'est qu'un biophoton? Eh bien, c'est un photon, particule de lumière, un photon biologique, c'est-à-dire un photon qui est issu du corps ou de tout organisme vivant. Et ces photons biologiques ont été découverts il y a bien longtemps. Il y a une première approche en 1922 avec un biologiste russe, les Russes sont très en avance là-dessus, Alexander Gurevitch, qui a découvert l'influence probablement énergétique des organismes les uns sur les autres. Et il a appelé ça le rayonnement mitogénétique, parce que il avait un effet, ce rayonnement, il trouvait qu'il avait un effet sur la reproduction des cellules, l'évolution des cellules. Et en fait, sur le phénomène de mitochondrie. En fait, quand il mettait deux têtes d'oignon l'une à côté de l'autre, il a remarqué que la progression n'était pas du tout la même s'il les laissait comme ça ou s'il intercalait entre les deux une vitre filtrant les ultraviolets. Il s'est rendu compte qu'il y avait donc un rayonnement qui devait se situer dans les ultraviolets, c'est-à-dire au-delà du spectre visible, au-delà des couleurs visibles, qui permettait une communication. Voilà. Et après, quelques années plus tard, en 1970, c'est l'ingénieur allemand, enfin le physicien allemand Fritz Albert Popp, qui est toujours vivant, qui a un institut de recherche à Neuss en Allemagne, qui a découvert donc l'existence de biophotons et qui sont en fait situés à l'intérieur des cellules, dans l'ADN. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont
des particules donc, de lumière qui vont échanger de l'information entre elles. Si bien que quand une cellule est malade, eh bien, comment est-ce que l'information va se propager? Par la lumière. Elle va en quelque sorte dire aux autres, je suis malade, ça ne va pas. Et il y a contagion. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et ça, c'est en amont des phénomènes chimiques. Des phénomènes chimiques, des échanges chimiques qu'il y a dans le corps. Voilà, donc jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait que des échanges chimiques entre les cellules, et voilà, c'est comme ça que les choses se passent, et maintenant on arrive à voir avant, et à se dire, mais en fait, c'est au niveau biophotonique, c'est au niveau de la lumière que ça se passe. Voilà, et qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est ça qui est très intéressant de voir. Eh bien, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Voilà, dans le spectre électromagnétique. Alors, vous voyez ici que, vous voyez, le spectre visible, il a été grossi, il est là. Vous voyez, toute la bande de fréquence du spectre électromagnétique, c'est considérable. Hein, on a les ondes radio, on a les micro-ondes, on va en parler des micro-ondes. Hein. Après, vous avez les infrarouges, lointains, moyens et proches. Et après, on s'approche de la lumière, du spectre de la lumière visible, par couleur. Donc évidemment, on commence par le rouge, après on arrive au milieu vers le jaune, les verts, après les violets, et après les ultraviolets, qui vibrent donc à une fréquence au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Et on tombe dans les ultraviolets, les fameux UVA, les premiers, et puis les UVB, qui sont plus dangereux. Et puis après, les rayons X et les rayons gamma, qui sont ionisants, qui sont radioactifs. Voilà. Eh bien, donc ces biophotons, ils échangent dans ce spectre-là, dans la partie ultraviolette et dans la partie du spectre visible, et un tout petit peu dans l'infrarouge. Ils débordent. Voilà. Ils sont là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas à l'œil nu? Parce qu'en fait, le rayonnement est tellement ténu, tellement faible, qu'on ne peut pas le voir si on n'amplifie pas avec des machines. Voilà, tout simplement. Mais sinon, si l'œil était extrêmement sensible, il pourrait les voir, bien entendu. Voilà. Donc, vous voyez vraiment que c'est trois fois rien, et il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et du coup, si on considère donc, si on prend conscience que la lumière est une onde, et en même temps une particule, c'est ça, cette fameuse dualité onde-particule dont parle la physique quantique, c'est que suivant la manière dont on va regarder les choses, soit on a affaire à une onde, soit on a affaire à une particule. C'est pas ou, c'est et. C'est les deux en même temps. Voilà. Quand on parle de particules, on parle de photons. Voilà. Et quand on parle d'onde, ben on parle en termes de vibration, de fréquence. Voilà. Et de longueur d'onde. Donc là, la longueur d'onde, c'est de l'ordre de 200, je crois, c'est dans les 400 à 800 nanomètres, la longueur d'onde dans le spectre visible. Voilà, au-delà, on est dans les fréquences infra et ultra. Et donc c'est là, dans ces fréquences-là, que se passent ces échanges. Donc ce sont des échanges vibratoires. Donc ce sont encore des vibrations. Quand on parle de lumière, on parle aussi de vibrations. Vous voyez où je veux en venir? C'est que naturellement, les échanges qui se passent dans le corps, à la base, aussi loin que la science est capable de regarder aujourd'hui, et là je parle de science, on n'est pas parti dans Gourouland, on est sur des choses vérifiables. Là, une fois de plus, encore une fois, on ne peut qu'en une heure regarder très rapidement les choses, mais si vous faites des recherches, vous trouverez des sources, il y a des publications scientifiques officielles, là c'est surtout pour vous donner la connaissance de ces choses-là. Eh bien, donc les échanges qui se passent dans le corps humain sont des échanges vibratoires. Donc, par là, ce sont des informations qui sont transmises. Voilà. Et l'énergie est le vecteur de cette information. Il faut bien qu'elle ait un moyen de transport. Voilà. Et elles se font avec l'information, parce qu'une certaine fréquence va avoir, à sa manière, va transmettre une certaine énergie. Voilà.
Donc quand ces énergies sont perturbées, sont déséquilibrées, eh bien l'énergéticien va faire en sorte de remettre de l'ordre là-dedans et de rééquilibrer donc ces déséquilibres. Et c'est là qu'on va aborder le dernier chapitre qui concerne justement l'aspect technologique de tout ça. Ce que vous voyez là, c'est un zoom sur une ligne haute tension. Et c'est la manifestation de ce qu'on appelle l'effet Corona. D'accord? Donc l'effet Corona, je ne parle pas des lendemains de fête après avoir bu un peu trop de bière. L'effet Corona, là, on parle plutôt de ces petites flamèches que vous voyez dans les tons bleu-violet. Évidemment, vous voyez, ça correspond au niveau des longueurs d'onde, qui se manifestent quand l'air est ionisé, notamment avant les orages. Voilà. On a ces phénomènes qui apparaissent là, sur la cime des montagnes aussi, sur le bord des ailes des avions. Voilà. Et cet effet, il est exploité dans différents domaines industriels, et notamment dans les loisirs pour les lampes à plasma. Vous voyez, voilà, c'est ça, les lampes à plasma. Vous avez tous vu ça à un moment donné, Nature et Découverte, tout ce genre de choses. C'est peut-être un peu moins à la mode maintenant, voilà. Mais quand on met la main dessus, vous voyez, il y a un flux, hop, tout de suite qui dirige par la main qui réagit voilà, à ça. Donc, eh bien, cet effet-là, il a été exploité par des Russes, encore une fois. Vous voyez, on parle beaucoup de Russes et d'Allemands. Je suis désolé, on ne va pas beaucoup parler des Français au niveau des découvertes. Et donc, un certain Kirlian, Seymour Kirlian, avec son épouse Valentina, en 1930, vous voyez, ça fait longtemps quand même, hein, 1930, a découvert donc une possibilité d'exploiter ce phénomène, et il a mis au point ce qu'on appelle ce qu'il a appelé la photographie Kirlian. Voilà. Donc voilà un appareil, évidemment qui ne date pas de 1930, celui-là. Et donc la photographie Kirlian, qu'est-ce que ça permet? Eh bien ça permet de créer cet effet Corona à volonté. Donc cette ionisation, on va la créer, on va la provoquer artificiellement. Pourquoi faire? Eh bien pour pouvoir visualiser l'émission énergétique d'un organisme vivant. Voilà, parce qu'il a fait la relation avec ça, il a vu que ça permettait, eh bien par excitation électrique, hein, eh bien de rendre visible le phénomène énergétique. Donc, on voit ici une paire de mains, voilà, qui a été mise dans cette chambre noire, qui permet donc de visualiser ça. Et quelque chose de très intéressant, si on regarde avec une feuille qu'on a coupée, eh bien, donc là c'est un montage photo, parce qu'évidemment la photo n'a pas été prise dans ces conditions, si vous vraiment êtes dans une chambre noire. Vous voyez à droite, il y a une feuille qui a été coupée, mais complètement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le bout de la feuille en haut pour faire comprendre que c'est pas juste tranché, hein, c'est vraiment, on a retiré le bout de feuille en haut, d'accord? Et on a pris, ça c'est très important, je le répète encore une fois, ils ont coupé la feuille, ils n'ont gardé que le bas, ils l'ont mis sur la plaque Kirlian, ils ont fait le cliché, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce qu'il y a à gauche. La feuille est toujours là. La feuille est toujours là. Elle n'est plus là, mais elle est là. Donc sur un point de vue énergétique, ah oui, cette fois-ci l'énergie, on la voit, d'accord? Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'ésotérisme, hein, c'est l'énergie, c'est, voilà, vous commencez à vous familiariser autrement avec ce mot. L'énergie, sur le plan énergétique, la feuille continue d'exister. Peut-être a-t-elle des douleurs fantômes. Vous connaissez ça, hein? Voilà, vous voyez, ceci explique cela. Donc, alors évidemment, il y a un petit bout qui commence à manquer, vous voyez que c'est logique, et en même temps, ça ne correspond pas, hein, au tout. Donc vous voyez, ça a permis
de révolutionner la manière d'appréhender les choses et de se dire, ok, il y a une existence des choses sur un autre plan. Là, c'est manifeste. Que la feuille, elle ne peut pas se la raconter, hein, elle peut pas, il n'y a pas d'effet placebo, il n'y a plus de place pour ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et celui qui met ça en doute, c'est très bien, ce sera l'occasion pour lui de faire l'expérience, de se prendre un cliché et de le faire, et il pourra le refaire encore et encore. Alors, une autre chose très intéressante, c'est qu'après donc la photographie Kirlian, le procédé a été perfectionné, bien entendu, et on est passé à l'imagerie en temps réel. Donc là, on commence à parler de bioélectrographie, et on a remplacé la chambre noire par une caméra pour pouvoir filmer le phénomène en temps réel. Voilà, donc si vous allez sur... là, j'ai pas de film à vous montrer, mais si vous allez sur Internet, que vous cherchez avec votre moteur de recherche, si vous cherchez donc Kirlian, donc avec un K, et vous tomberez sur YouTube sur des photos justement de labos où on voit en temps réel les flamèches qui bougent. Alors, des sujets qui fâchent, ou pas. Alors, la preuve en image, la voilà. Vous avez à gauche après et à droite avant. Un chou vivant. Vous voyez, ça s'allume bien à l'intérieur, tout va bien au niveau énergétique, les biophotons sont tout contents, tout se passe bien, tout s'éclaire. On le cuit pour se faire une bonne petite recette. On va se nourrir de ce qui est à gauche. Alors, c'est cuit, hein, c'est pas carbonisé, d'accord? C'est juste cuit. Maintenant, vous voyez que la différence est peut-être moins flagrante vu de l'intérieur que vu de la cocotte minute. Donc, ça se passe de commentaires. Vous voyez ce qui reste de la matière vivante. L'activité biophotonique révèle le niveau de vitalité d'un organisme. Donc, quand ça s'éclaire bien, c'est vivant. Quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus personne. Donc là, vous voyez, il n'y a plus grand monde. Donc, si vous mangez ça, de quoi allez-vous vous nourrir? Vous voyez, pas grand-chose. Donc là, c'est pour ça que il est très intéressant de considérer la façon dont vous cuisez vos aliments et de ne pas dépasser une certaine température. Pour la faire courte, le four micro-ondes, c'est une machine à tuer, parce que les ondes sont situées dans les 2 GHz, même onde, même fréquence que le Wi-Fi, et le Wi-Fi, ah ben, c'est pas terrible, parce que, imaginez, le four micro-ondes réchauffe les aliments en agitant les molécules, en trouvant la même fréquence, parce que les micro-ondes ne sont pas puissantes du tout. Donc le danger du four micro-ondes, ce n'est pas la puissance des ondes, c'est le fait que la fréquence de ces ondes de micro-ondes qui sont avant les infrarouges, eh bien, se mettent en résonance avec la fréquence de l'eau qui est proche de ces 2 GHz, et du coup, par résonance, ça va amplifier le tout, ça va les exciter de manière excessive, et ça va créer un phénomène de chaleur, d'émission de chaleur. En même temps, ces cellules vont mourir. Et c'est pour ça que c'est chaud. Vous voyez? Voilà. Donc, en dehors de l'utilisation pour réchauffer vos bouillottes à grains, je vous déconseille d'utiliser le micro-ondes. Vous allez peut-être gagner 2 minutes par rapport à une cuisson à la poêle ou au gaz, mais vous allez perdre... voilà, il n'y a plus personne sur le champ de bataille. Hein. D'accord? Donc, vraiment, à faire très attention à ça, pas cuire de manière excessive, et manger aussi des aliments les plus proches de la nature, de ce que la nature a voulu, privilégier l'alimentation bio,
les aliments issus de l'agriculture biologique, qui ne sont pas avec des toxines, avec des pesticides, avec des engrais, ce genre de choses, qui vont arriver dans votre corps. Toutes ces molécules artificielles qui ne sont pas, qui vont pas être vivantes et qui vont vouloir se greffer artificiellement sur vous, qui vont risquer de provoquer des dérèglements, des mutations, tout ce genre de choses, bien évidemment. La nature n'a pas prévu ça. À chaque fois qu'on s'amuse de la défier, de toute façon, ça finit mal. Voilà. Inlassablement, on recommence en pensant cette fois-ci avoir trouvé la bonne solution. Mais le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas à la cause, au principe de base, c'est qui est que ce qui sort de l'ordre naturel des choses sort de l'ordre naturel des choses. Et pourquoi est-ce que l'univers est équilibré? C'est parce qu'il est dans cet ordre naturel, tout simplement. Donc, la technique GDV, c'est ce qui a suivi l'effet Kirlian, la photographie Kirlian, en mettant des caméras à la place, c'était mis au point par le professeur Korotkov dans les années 90. Voilà la machine dans laquelle on met les doigts. Ça fait une sorte de scan. Et après, l'ordinateur qui est relié à la caméra découpe chaque doigt en différentes zones avec un diagramme polaire qui permet, après moult recherches, on a trouvé que chaque zone, alors là c'est écrit en espagnol, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé en français, mais comme l'image est de bonne qualité, on a trouvé que le corps est représenté, différents organes du corps sont représentés sur les différents doigts. Et ça permet, suivant le degré de vitalité à certains endroits du doigt, de voir ce qui va ou pas dans l'organisme, au niveau du foie, du pancréas, de la colonne vertébrale, etc., etc., etc. Et après, on a un diagramme polaire ici qui nous montre les niveaux de vitalité pour tout ce qui est écrit en dehors, ce sont les différents organes. Et ça vous fait un topo de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est remis en image autour du corps. Donc ça, c'est artificiel, c'est un rendu informatique pour pouvoir voir une lecture plus facile, plus aisée, où vous voyez tout de suite, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du pied, ça va arriver en bas, pas au niveau de l'index numéro 10 à droite. C'est plus parlant pour la visualisation. Et ça permet, ce sera un outil formidable pour les médecins, pour pouvoir faire un diagnostic, pouvoir vous dire, voilà, vous avez un problème là, on va vous éviter de faire des scanners, vous exposer à des ondes et un tas de choses, et on y va directement sans passer par trop d'examens, dans le pire des cas, invasifs. Et une dernière évolution, c'est la biorésonance, qui permet, eh bien, en captant les énergies émises par le corps, de voir là où il y a des déficiences. Donc c'est pas de la visualisation ici, c'est de la captation d'ondes. On a découvert, et ça c'est extraordinaire, que chaque organe, même chaque bactérie, a une signature fréquentielle majeure, une fréquence de base. Et donc on peut la reconnaître comme ça. Tout le monde a sa signature. Nous on a notre, voilà, avec les empreintes digitales, maintenant on peut débloquer un iPhone avec son empreinte digitale, il le reconnaît, pas le voisin, même plus gauche, plus droit, c'est différent. Là c'est la même chose pour chacun de vos organes. Donc s'il y a un organe qui ne va pas, hop, il y a un problème au niveau de la fréquence à cet endroit-là, et l'appareil va le détecter, va l'afficher, et contrairement à ce que fait, ne peut pas faire plutôt le système GDV et Kirlian, il va pouvoir réinjecter des fréquences corrigées pour rétablir l'équilibre et corriger cette fréquence pour qu'elle soit remise dans la norme. Et l'organe, hop, il se recale. Là, vous voyez, on va chercher dans le cœur. Il peut aller très profond, zoomer dans le corps pour dire, voilà, au niveau de la valve aortique, au niveau de tel endroit, il y a un problème. Voilà, la seule limite, c'est la patience pour trouver la signature, évidemment, de chaque endroit. Et à gauche, vous avez un petit emplacement pour mettre des fioles pour faire des désensibilisations. Par exemple, je suis fait désensibiliser au gluten par ce biais-là. Voilà, en 4 séances, c'est déterminé. J'ai pu manger du pain normalement. Voilà. Et sans aucun contact, juste une antenne à côté. Voilà. Donc,
Ça vous montre un petit peu toutes les possibilités liées à ces choses-là. On me fait signe qu'il va falloir conclure. Vous voyez que le domaine est très très large, très large. Là, voilà, ça vous montre les différents corps subtils qu'il y a énergétiques, toutes les couches énergétiques qu'il y a autour du corps humain, les chakras dont on parlait aussi. Voilà, tout ça, c'est de l'énergie qui déborde du corps, puisque le corps humain, c'est le dernier stade de différentes couches énergétiques qui sont invisibles parce qu'elles sont trop ténues et au-delà du spectre visible. La seule chose qui est visible et palpable, c'est le corps, mais retenez que ce n'est pas la seule chose qui existe et que c'est plutôt beaucoup moins que le reste. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le corps humain, visible, palpable, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et qu'on est en train de découvrir tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a autour, et que plus on va dedans, plus on s'aperçoit que vraiment la nature est très très bien faite. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu mieux les choses, que ça vous a donné envie d'explorer autour, de voir un peu toutes les perspectives qu'il y a autour de ça. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Et puis j'espère qu'on pourra avoir le plaisir de vous retrouver demain sur le salon. Il y a d'autres conférences très intéressantes aussi dans la journée. Et moi je suis donc sur le stand 22 à côté, voilà, à côté d'Armel qui a fait une conférence avant moi. Voilà, bonne soirée à tous, merci.